Merci à Serafrit. Merci Ahmed pour cette très belle présentation, en tout cas très succincte et assez précise. Mais avant de réagir par rapport au sujet que nous abordons aujourd'hui, qui est relatif à l'économie, je voudrais dire d'abord mon impression sur cette commission. Je pense personnellement en tant que citoyen, c'est une chance pour le Royaume et pour notre pays de l'avoir conçu. Et que le travail qui est fait par d'éminentes personnalités qui ont participé ont abouti bien sûr à une réflexion structurelle et fondamentale sur l'ensemble des problèmes qui jonchent notre économie, notre pays d'une manière générale, la vie sociétale. Je pense que ça aussi, si ça peut démontrer à nos concurrents, pour ne pas dire autre chose, étrangers, c'est de montrer encore une fois la singularité de notre pays, la capacité de notre pays de générer une réflexion sur une courte période et aboutir à ce document. Ça, c'est d'une manière générale, je suis très fier, je vous le dis franchement, très fier du travail qui a été abouti et je vous en félicite. Maintenant, peut-être que moi, j'ai quelques réflexions là-dessus et peut-être que j'attendais, je suis resté sur ma soif par rapport à ce document. Peut-être que j'attendais beaucoup. Et je dis le Maroc a le rendez-vous avec l'histoire aujourd'hui. Et ce rendez-vous, il ne faut pas le rater. Je pense que ce document, pourquoi il est resté un petit peu, je dirais, qu'il lui manquait quelque chose, il lui manquait de l'audace. Et je pense que vous prenez l'audace. D'ailleurs, dans tout le document, on prend l'audace. Il faut qu'on soit audacieux. Il faut qu'on prenne des décisions audacieuses. Et je pense qu'il manquait un petit peu d'audace pour toucher quelques réformes structurelles, fondamentales, pour notre société et pour notre pays. Ils n'ont pas touché. Je le comprends, parce que c'est un document consensuel. C'est un document qui a essayé d'arrondir un peu les ongles avec les uns et les autres, de partager les positions de chacun et d'arriver à cette conclusion. Mais moi, je crois personnellement qu'une société, elle est menée par des élites. Et parfois, les élites, il faut qu'ils aient l'audace. Et je crois à l'autorité qui est éclairée. On en impose une vue quand on y croit. Maintenant, si on veut chercher le consensus, et bien sûr, on laisse des plumes à côté et on rate un peu. Voilà, on résume sur la réflexion générale. Maintenant, sur le sujet que nous avons abordé. Comme réforme structurelle, à ton avis, Je peux t'en donner à Ahmed plusieurs. Je peux t'en donner plusieurs. Je vais me limiter à deux. Me limiter à deux. Prenons, nous voulons développer le tourisme. Nous voulons développer le secteur des loisirs. On ne peut pas le faire si on continue à avoir une loi sur les boissons alcoolisées qui est complètement discordante. Soyons clairs. On veut le développer. Ben écoutez, il faut quand même réaménager certaines choses. Aujourd'hui, on est zone grise. Tolérer, pas tolérer, ça c'est pas bien. Ça c'est pas bien, il faut être clair, il faut dire les choses. On veut développer le tourisme et on ne peut pas le faire sans ça. On ne peut pas le faire sans ça. On ne peut pas le faire sans boîte de nuit, on ne peut pas le faire sans licence de boisson, on ne peut pas le faire sans d'autres libertés sexuelles ou j'en sais rien. On ne peut pas ne pas le faire. C'est obligé. Alors soit on y va, soit on n'y va pas. Et ça, c'est des choses parfois qui peuvent gêner certains courants, effectivement, je le comprends, qui peuvent même toucher notre société. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, les élites doivent prendre l'audace et prendre des décisions. Quand Sa Majesté a décidé de réformer la Moudawana, c'était un acte très courageux. Très courageux. Et aujourd'hui, on voit bien que la société l'a assimilé, l'a adapté, et puis les choses se passent normalement. Maintenant, je reviens sur l'économie. Le sujet, il est très important. Et tout ce que vous avez dit, un économiste ne peut être pratiquement à l'opposé. Mais j'ai trois sujets sur lesquels je peux peut-être avoir quelques réflexions différentes. Le premier, c'est le taux de croissance. On est à 3,5, c'est trop faible. 3,5. On a créé bon an, 40 000 à 50 000 emplois au cours des 10 dernières années. Même si on pense que sans avec l'informel,
Et on a un marché qui produit 300 à 350 000 demandes d'emploi par an. Sur les 10 dernières années, Ahmed, on a créé 2,5 millions de chômeurs. Voilà le bilan. Sur les 10 dernières années, on a créé des chômeurs. Et qui crée des chômeurs, ça réduit le marché au niveau du pouvoir d'achat. Et on ne peut pas faire une croissance à 6%, même avec 200 000 emplois par an, compte tenu du nombre des demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché. Donc pour avoir vraiment une position, comme tu l'as dit, révolutionnaire, il faut aller beaucoup plus que 200 000. Vous allez me dire comment? Il faut aller beaucoup plus que 200 000 et chercher vraiment un objectif un peu plus ambitieux et qui soit en corrélation avec le niveau de notre économie. Je reviendrai tout à l'heure, si vous voulez, que je donne un avis comment on peut procéder avec ça. Le deuxième, c'est celui de l'infrastructure. Vous avez parlé de l'infrastructure, les formations brutes de capital fixe, qui représentent presque 30% du PIB, ce qui est énorme au Maroc. Je ne compare pas à la Turquie, tout ça, mais consacrer 30% de son PIB pour la formation brute du capital fixe, c'est quand même un gros effort de notre économie. Énorme, notre effort. Mais ce que je reproche à ce chiffre, c'est qu'il intègre pas mal de choses qui sont complètement mélangées. 1. 2. Il n'y a aucune étude sur la rationalisation des choix budgétaires. Qu'est-ce que je vais faire avec tel investissement? Qu'est-ce que ça va me générer comme surplus économique? Création d'emplois, puisqu'on revient toujours à la création d'emplois qui est le fondement, j'y reviendrai tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on fait dans cette politique de choix budgétaire? On identifie des budgets par ministre ou par ministère ou par département, et ça se discute, et après on les dépense et on nous calcule en rien. Est-ce que le choix de faire des investissements dans l'école est plus rentable pour la société que de faire des aéroports où il y a 3 avions, 4 avions qui arrivent par an? C'est exemple où on peut. Donc c'est le deuxième point. La formation brute du capital fixe, l'investissement, le budget de l'État d'une manière générale. Il faut qu'on le mette à la loupe et qu'on regarde quel est le coût-avantage dans ces investissements et qu'on rationalise nos choix budgétaires en fonction de nos objectifs. Et dont le premier objectif, qui doit être prioritaire, si on veut faire de la croissance, c'est l'emploi. C'est l'emploi. Le troisième aspect, c'est celui des inégalités. Effectivement, l'économie de marché est par essence une économie inégalitaire. Le détenteur du capital cherche toujours à maximiser le profit, et en maximisant le profit, il comprime les salaires, évidemment. Il comprime les salaires parmi les coûts de production. Et en comprimant le salaire, le pouvoir d'achat est réduit. Et en réduisant le pouvoir d'achat, la consommation se réduit sur le marché. Et quand la consommation baisse sur le marché, le capitaliste n'investit plus. C'est un cercle vraiment vicieux. Quel est l'équilibre qui va nous permettre de faire en sorte, quand le détenteur du capital qui se rémunère en profit, puisse faire en sorte que le salarié puisse avoir un pouvoir d'achat qui est dans la pérennité, dans la continuité de la croissance. Il faut qu'on marque là un point, c'est-à-dire le système de marché n'est véhiculé, ne fait de croissance qu'à partir du moment où la consommation soit continue. Si la consommation s'arrête, la crise s'installe. Et c'est ce qu'on vit depuis quelques années. Quand on compare les 30 glorieuses où l'économie européenne après-guerre était en constante évolution et croissance de la demande et de la consommation et du pouvoir d'achat, là, il n'y avait pas de crise. Juste après les 74, là, il y a eu une rupture, crise énergétique, et puis baisse de la consommation, et on est rentré dans un cycle de crise parce que le pouvoir d'achat et la consommation a baissé. Alors, les inégalités, comment on peut les réduire? Bien sûr, ce n'est pas au capital qui va le demander, c'est à l'État. L'État doit jouer un rôle redistributif. La redistribution des revenus et l'amélioration du pouvoir d'achat à travers le RCB dont j'ai parlé tout à l'heure, la rationalisation des choix budgétaires, elle peut être faite comme ça. La dernière décision que j'ai applaudie, à laquelle j'ai applaudi, c'est l'élargissement de l'amour. Faire en sorte que le citoyen soit pris en charge par l'État, c'est un pouvoir d'achat que vous leur donnez d'une manière indirecte.
lui faire l'école privée, l'école, les routes, etc. C'est une manière de redistribuer. Mais il faut que cette redistribution soit bien ciblée. C'est-à-dire ciblée aux personnes les plus nécessiteuses et aux personnes qui ont besoin d'améliorer leur pouvoir d'achat pour stimuler le marché et stimuler la demande sur le marché pour pouvoir maintenir un taux de croissance supérieur à 6%. J'en suis convaincu en regardant quelques éléments de l'économie marocaine. Quand on était à 200 000 emplois par an, on faisait du 6%. Je suis d'accord. Quand j'étais au gouvernement, je crois, on a pu créer 200 000 emplois. Mais je suis persuadé qu'on peut créer beaucoup plus en tenant compte de ce que tu viens de dire, notamment en ce qui concerne l'économie sociale, tout en étant inclusif. On n'a pas besoin. On peut développer bien sûr l'export, mais en restant inclusif, on peut créer beaucoup plus que 200 000 emplois. Et je pense que c'est une priorité. Et j'aurais même souhaité à ce que le rapport mette tout l'accent sur cela. Parce que, je ne vais pas vous... J'ai sorti un chiffre ici. Nous sommes 35 millions d'habitants. 35 millions d'habitants, nous avons une population active de 12 millions à peu près. Sur les 12 millions, nous avons 10 millions qui sont soi-disant employés. Et nous avons 1,5 million qui sont au chômage. Sur les 10 millions qui sont employés, vous avez 2,5 millions qui ne travaillent pas. C'est pris en charge par les familles. Ils sont considérés comme des salariés. Vous avez des auto-employés qui sont à 3,3 millions. Et vous avez les vrais salariés qui sont à 4,9. À peu près 5 millions. Et dans les 5 millions, vous avez 3 millions dans l'informel et 2 millions dans le formel. Et dans les 2 millions dans le formel, vous avez 1,2 million dans le privé et 800 000 dans le public. Comment on peut développer une économie avec une croissance continue? Allez, 5 millions sur 35 millions. 5 millions de salariés qui ont un revenu pérenne, qui peuvent acheter une maison, qui peuvent acheter une voiture, qui peuvent espérer avoir des crédits, qui peuvent, pour stimuler cette économie. Nous ne pouvons pas continuer à espérer avoir un taux de croissance avec ces chiffres-là. C'est pour cela que la priorité des priorités de tous les rapports devrait être orientée vers comment créer suffisamment d'emplois pérennes, sédentaires, qui permettent d'avoir un pouvoir d'achat, qui permettent d'acheter du logement social, qui permettent de stimuler le marché et de consommer davantage. Donc ça, c'est une espérance, en tout cas pour moi, en tant qu'économiste, et je suis persuadé que le marché ne peut s'auto-entretenir qu'avec le pouvoir d'achat et qu'avec les emplois. Et j'en ai terminé, je pense que je dois réagir par rapport au marché des capitaux, parce que c'est Hadid et Adil ont parlé des marchés de capitaux, c'est par des formations professionnelles. Je suis entièrement d'accord avec toi, Adil. Depuis 36 ans que je suis à la banque, c'est le même cotation, même nombre d'entreprises, même. Donc il y a eu une inertie dans le développement de ce marché des capitaux. Les entreprises aujourd'hui se financent à 90% ou même plus du marché bancaire. Et le marché bancaire, il a des contraintes réglementaires qui sont là, qui sont lourdes, de plus en plus. Alors que le marché financier, il y a de l'argent, contrairement à ce qu'on... Parce qu'il y a de l'épargne, dans les caisses de retraite, dans les assurances, il suffit juste il ne le recycle pas sur le marché financier parce qu'il n'y a pas de demande, il n'y a pas de structure et de marché qui permet cela. Tu as parlé assez dit tout à l'heure de l'épargne. Il suffit de restructurer ce marché des capitaux. Nous ne sommes pas seuls dans le monde. Le marché, il est mondial. Vous allez voir l'épargne mondiale qui va venir chez vous. C'est incroyable ce que vous pouvez avoir. Il suffit de leur donner l'autoroute, de leur montrer le chemin, et que ce soit clair, réglementé, ça. Et je vous assure que l'argent, il viendra se poser chez vous sans problème. Aujourd'hui, s'il ne vient pas, c'est parce que la réglementation n'est pas aussi précise. De dire un mot sur la croissance et l'emploi comme tout à l'heure. Mais pour réagir à ça, c'est une question de réglementation. Plus la réglementation elle est simple, elle est claire et elle est bien faite, plus le secteur devient prospère. Prenez l'exemple, quand on a créé l'ANRT avec un agent régulateur, il en a mis ce qu'il faut, la téléphonie, le GSM à exposer au Maroc. Donc l'appel, on ne peut pas imposer à une entreprise de rentrer dans un marché boursier de force, non.
Mais il y a des stimulants, il y a des intérêts, il y a des manières de le faire. On ne peut pas leur imposer. On va leur dire, écoutez, vous avez un chiffre d'affaires de temps, vous êtes structuré comme ça. Il y a des modalités de le faire. Bon, mais je pense que la réglementation aujourd'hui, elle n'existe pas pour pouvoir pousser ces entreprises à aller vers... C'est anormal qu'un pays comme le Maroc, où il n'y a que 70 entreprises cotées en bourse. Et les mêmes. Bon, il y a eu quelques cas. Maintenant, je voudrais réagir par rapport à cette idée de la croissance et l'emploi. Est-ce que vous, en tant que secteur privé, vous allez commencer à produire pour faire de la croissance et après, on fait de l'emploi? Ou bien, vous allez commencer à produire parce qu'il y a une demande sur le marché, il y a un appel sur le marché, et c'est là où vous commencez à investir, vous produisez pour répondre à cette demande. C'est ça le fait générateur. C'est-à-dire qu'il y a un emploi qui existe, qui s'exprime sur le marché par un appel de demande, et l'entrepreneur, il investit pour répondre à cette demande. National ou international. Prenons l'histoire des États-Unis. Après la crise de 29, qu'est-ce qu'a fait le New Deal? Créons de l'emploi même si on n'en a pas besoin. Vous appelez à une explosion de l'emploi public, c'est ça? Bon, public, ça peut être privé, mais on peut dire public, hein, pour commencer. On va créer un chemin de fer New York-Los Angeles, ça va créer des centaines de milliers d'emplois et qui vont s'exprimer sur le marché, qui eux-mêmes, c'est ça le effet multiplicateur keynésien, qui eux-mêmes vont générer en générant de la demande sur le marché, vont créer des emplois sur le secteur privé, avec un effet multiplicateur beaucoup plus élevé qu'un emploi dans le secteur public peut créer peut-être 10 dans le secteur privé. Je prends l'exemple de votre rapport. Nous avons besoin de 25 000 enseignants dans l'éducation. Nous avons besoin d'autant dans la santé. Infirmières, les petits salaires, les petits. Si on prend cette décision en prenant un investissement dans le secteur pour créer 50 000 emplois dans le secteur public, donc c'est 2 pour le capital humain. En numérique, nous, on estime 50 000. Vous imaginez ce que les 50 000 emplois que vous avez créés dans le secteur public pour répondre à cet objectif qui est le capital humain, valoriser le capital humain, qui va générer 10 fois dans le privé pour répondre à la demande de ce 50 000. Merci. Merci beaucoup.